Bonsoir messieurs, dames. On va démarrer dans quelques instants ce meeting un peu particulier car nous sommes en direct sur Facebook. Donc bonsoir à vous qui êtes venus très nombreux à Agneaux, tout proche de Saint-Lô dans la Manche. Donc pour les internautes, vous avez la chance de découvrir le clip de campagne que nous envoyons tout de suite sur vos écrans. Merci. Vive la Normandie! Bonsoir à tous, nous sommes donc en direct depuis Agneaux dans la Manche pour cette nouvelle date ici avec les colistiers de David Marguerite que je remercie d'être présents à nos côtés. Je tiens à remercier la présence de très nombreux élus qui sont avec nous ce soir. Monsieur le maire qui va bientôt prendre la scène. Je tenais à remercier également tous les conseillers départementaux, Monsieur Brault, Adèle Homé. Je tenais à remercier également François Brière qui est avec nous. Bonsoir François. Nicole Godard va nous retrouver. Tous nos élus régionaux ici présents, Claire Rousseau, Pascal Marie, Florence Mazier, ainsi que tous les candidats que vous pouvez applaudir. Et donc pour démarrer cette première réunion ici au Cœur Manche, mesdames et messieurs, Monsieur Sévèque, maire d'Agneaux. Gardez-en pour la suite. Bien, Monsieur le Ministre, cher Président, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous tous, ainsi qu'à celles et ceux qui sont à vos côtés et qui s'engagent pour faire de cette région Normandie un territoire dûment identifié. Que de chemin parcouru depuis la création des circonscriptions d'action régionale en 1955
axé prioritairement sur le volet économique. Cette récente réforme sur la nouvelle organisation territoriale fait de nos régions recomposées un échelon territorial devenu incontournable au niveau politique, économique, social et culturel. Cet ancrage vital pour la population et les entreprises, vous l'avez assuré durant ce mandat, très attaché que vous êtes à cette identité normande, inscrite dans le paysage national et ô combien importante pour l'avenir. Alors, cher Président, bon vent pour votre campagne. Bonne chance à votre équipe, à notre équipe départementale emmenée par David. Hein? Et nous sommes maintenant à votre écoute. Merci encore pour cette rencontre. Et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici ce soir, dans cette cité art de vivre. Très bonne soirée à vous tous. Merci, Monsieur le maire, pour votre accueil. Je tiens à saluer l'arrivée de Philippe Gosselin qui vient d'arriver pour ce très beau meeting. Nous sommes en train de rajouter encore des chaises dans le fond de la salle. Il a été un des vice-présidents les plus reconnus et les plus actifs de la mandature, portant ainsi un vaste projet autour de l'apprentissage, de l'orientation, de la formation. Il est votre tête de liste dans la Manche, David Margueritte. Mon cher Hervé, mon cher Alain, je voudrais commencer mes propos qui seront courts. D'abord par célébrer la fidélité en te saluant, mon cher Alain, parce que tu étais là à la campagne de 2015 déjà. On a fait beaucoup de routes ensemble. Je suis très heureux que la région ait pu t'accompagner dans les beaux projets d'Agneaux et on a beaucoup de souvenirs en commun, beaucoup d'amis en commun. Et je suis très heureux de pouvoir faire cette réunion ici à Saint-Lô. On a financé Agneaux, pardon. Mais c'est parce que j'allais enchaîner sur le député. On a financé la place. Mon cher Philippe, je suis très heureux d'être là parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Et je suis très heureux de te le dire en public. La fidélité et l'amitié qui nous unit, elle date d'il y a plus de 15 ans. Ça n'a pas toujours été aussi simple qu'aujourd'hui de me soutenir. Et c'est plus simple maintenant, mais à l'époque c'était compliqué et je voulais te remercier du fond du cœur parce que ta confiance, elle m'a jamais fait défaut. Et sans toi, j'aurais pas pu faire le chemin que j'ai fait et j'aurais pas eu rencontré Hervé et la confiance et la chance qu'il m'a donné de pouvoir agir. Donc merci mon cher Philippe d'être à mes côtés depuis autant d'années. Je voudrais avoir une clin d'œil pour François Brière. Je suis très heureux de le retrouver ici et je sais qu'il y a de nouvelles aventures professionnelles qui le comblent et je lui souhaite de s'épanouir pleinement. Je voudrais aussi dire aux conseillers régionaux qui nous ont accompagnés pendant la mandature, Jean-Manuel Cousin et Anne-Marie Cousin. On avait fait équipe ensemble il y a un peu plus de 5 ans. Je vous salue affectueusement et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je salue bien sûr tous les élus qui sont présents et les militantes et les militants de la Normandie conquérante, qui sont des militants infatigables et qui ont été avec nous pendant toutes ces années, qui étaient avec nous et qui sont nombreux ce soir à être présents. Et je voudrais vous les saluer. Sans vous, il n'y a pas de victoire possible. Sans vous, il n'y a pas de campagne possible. Merci à vous de votre constance et de votre fidélité. Enfin, je ne pouvais pas commencer sans avoir une pensée pour François Digard, qui était avec nous il y a 5 ans et demi dans cette salle, et dont les conseils à l'époque m'avaient beaucoup aidé, et je voulais le saluer d'où il est. Chers amis, je voudrais d'abord vous dire que l'équipe que j'ai l'honneur de conduire dans la Manche, c'est une équipe dont je suis fier. C'est une équipe qui est faite de femmes et d'hommes qui respectent, je le crois parfaitement, les équilibres du département de la Manche, qui respectent parfaitement ce qu'on appelle habituellement l'esprit manchois, qui est fait de modération, d'authenticité, d'enracinement, où les rencontres, je t'ai salué Anne-Marie déjà, mais je peux le refaire maintenant que tu es là. Tu étais mon binôme numéro 2 sur la liste en 2015. Eh bien, je voulais le dire, cette équipe, elle respecte à la fois les équilibres géographiques du département, et c'est pas simple, Philippe. On s'est parfois arraché les cheveux pour arriver à ces équilibres à une certaine époque. 5 colistiers dans le nord du département, 6 dans le centre et 6 dans le sud du département. Équilibre générationnel avec une liste qui a une moyenne d'âge de 42 ans. Et un équilibre également entre les élus sortants d'expérience, qui ont eu l'expérience du dernier mandat, et les nouveaux visages qui incarnent l'esprit manchois dont je vous parlais. Je voudrais le dire, nous n'avons jamais, pendant la composition de cette liste, eu la préoccupation des calculs politiciens ou de la considération partisane. Le rassemblement que nous avons constitué est un rassemblement authentique.
chacune et chacun connaît mes convictions, connaît les convictions d'Hervé Morin. Mais quand on est clair sur ce que l'on est, eh bien on peut rassembler de façon sincère et avoir sur sa liste à la fois des visages qui étaient avec nous comme Florence Mazier, qui est la locale de l'étape et que je salue, et Pascal Marie, qui a avec moi beaucoup de choses en commun, dont un territoire quasiment, puisqu'il est de la porte sud du Cotentin et qu'il représente les chasseurs et la droite rurale dans cette campagne. Pierre Vogt, évidemment, qui a été un élu extrêmement présent sur le territoire, très connaisseur de ces dossiers, et je le salue également. Et puis il y a les nouveaux visages pour le Centre-Manche. Sylvain Letouzé, qui vient de Créance, qui était journaliste sportif il y a quelques semaines encore et qui est bien connu des sportifs du département. Stéphanie Maubé, nous étions avec Stéphanie il y a 2 jours, et c'est une femme engagée, c'est une femme de passion, et c'est le seul critère qui a présidé la constitution de cette liste. Valérie Lenné à Gouville et Mathilde Sangier, qui est une entrepreneure de Saint-Lô formidable, et que je salue. Je ne l'avais pas aperçu, Mathilde, je te salue, tu es une entrepreneure dynamique, et je suis ravi de t'avoir à nos côtés et que tu incarnes ces nouveaux visages. Voilà. Cette belle équipe qui vous représentera demain à la région, c'est une équipe donc d'équilibre, une équipe de sincérité et une équipe d'enracinement sur les territoires. Une équipe qui peut avoir sur sa liste Florence Mazier et Stéphanie Maubé. C'est une équipe qui rassemble et qui rassemble de façon large et qui, parce qu'elle a un point commun, c'est la majorité régionale, les valeurs portées par Hervé Morin. Le deuxième message que je voulais porter avec vous, c'est que la Manche, elle sait ce qu'elle doit à Hervé Morin et elle sait ce qu'elle doit à la majorité régionale et au travail qui a été accompli, je le crois, tout au long de ces 5 années. La région était une collectivité parfois perçue comme lointaine, parfois comme un guichet, parfois qu'on venait solliciter au dernier moment pour boucler les plans de financement. Eh bien, la région est devenue une collectivité stratège qui se tourne vers l'avenir, investit sur les projets structurants et les co-construit sur les territoires. La région, c'est également une collectivité de proximité, une proximité qui s'incarne dans les coups de pouce que nous avons pu attribuer, une proximité qui s'incarne dans les chèques éco-énergie et dans toute la palette de mesures qui a permis à montrer aux Normandes et aux Normands que nous étions dans leur quotidien et que nous apportions à leur quotidien. C'est une collectivité qui a soutenu de très nombreux projets ici, cher François, salut les conseillers départementaux également qui sont ici, qui a soutenu plus de 23 projets dans un beau contrat de territoire que nous avons conclu. Le mot contrat de territoire peut paraître parfois technocratique. C'est en réalité une réalité très concrète. 23 projets qui parfois ne pourraient pas voir le jour si la région ne les avait pas cofinancés, accompagnés et construits avec l'agglomération de Saint-Lô-Agglo et le département de la Manche. Je pense à la maison du Technopole, je pense aux itinéraires cyclables, je pense aux centres sportifs qui ont été soutenus, cher Alain, sur ce territoire où le projet qui est le tien et dont nous allons constater la réalisation tout à l'heure. Le point commun entre cette région stratège et cette région de proximité, c'est la volonté politique. Il n'y aurait pas eu ce bilan s'il n'y avait pas la volonté politique d'Hervé Morin et sa capacité à décider pour les porter, à rendre la Normandie attractive bien au-delà des frontières de notre pays, à rendre la Normandie enracinée dans le cœur des Normandes et des Normands. Quelle joie de voir flotter des drapeaux normands partout sur le territoire. Cette volonté politique, j'ai pu l'apprécier tout au long de ces 5 ans et demi, avec la mission qu'Hervé Morin m'a confiée à la formation et à l'apprentissage. La première décision qui a été prise par Hervé Morin, ça a été de faire en sorte que l'apprentissage dans la région puisse se redresser. Il était en baisse de façon systématique, il n'avait pas bonne presse, il faut bien le dire. 4 ans après, et un grand plan de relance de l'apprentissage qui a réuni tous les partenaires, nous avons fait 20% d'apprentis de plus. 20% d'apprentis de plus, ce sont autant de jeunes qui ont pu trouver le chemin le plus court vers l'emploi, le chemin de l'épanouissement personnel et de l'insertion professionnelle. Et je suis fier que nous ayons pu obtenir des résultats là où, il faut bien le dire, en 2016, on n'attendait pas de pareils résultats. C'est la même volonté qui a permis d'adapter la carte de formation sur nos territoires pour mieux répondre aux besoins des entreprises et des demandeurs d'emploi. Et c'est cette volonté qui continuera de nous animer demain pour faire en sorte que l'orientation des jeunes et des demandeurs dans la région soit une orientation d'immersion, une orientation d'expérience et qui rapproche le monde de l'entreprise du monde scolaire. Le dernier message que je voulais vous faire passer, je l'ai dit, la Manche, c'est ce qu'elle doit à la majorité régionale et nous l'entendons partout sur les marchés. Mais je crois que la majorité régionale sait aussi parfaitement ce qu'elle doit à la Manche. Nous étions réunis il y a presque 6 ans dans cette même salle,
À cette époque, on savait que le scrutin serait serré. Et le scrutin a été plus serré que nous l'avions imaginé, puisqu'il a fallu attendre, rappelez-vous, la fin de la soirée pour savoir quel a été le vainqueur. Quelle joie de voir que c'est le département de la Manche qui a apporté son plus beau score à Hervé Morin. Et je voudrais vous en remercier du fond du cœur. On dit souvent, et par formule de style, que chaque voix compte dans un scrutin. Eh bien, jamais cette formule n'a été plus vraie qu'à cette élection-là. Et c'est ça que je voulais vous dire. Nous l'entendons partout, le bilan de la région, il est apprécié. On l'entend sur les marchés. L'image d'Hervé Morin, elle est bonne, et nous entendons beaucoup de choses positives sur notre président de région. Et nous entendons dans le même temps beaucoup de colère qui s'exprime. Beaucoup de personnes qui sont prêtes à prendre un bulletin de vote pour exprimer cette colère plutôt que de se concentrer sur le véritable objectif qui est de faire en sorte que l'équipe qui a réussi puisse continuer de gérer la région Normandie. Alors, dans les 3 semaines et demie qui nous restent d'ici le premier tour, il y a un message fort à passer. C'est de voter utile. C'est de ne pas perdre sa voix dans la colère et c'est de faire en sorte que celles et ceux, et le président de région Hervé Morin, qui ont, je le crois, réussi au cours des dernières années, puissent continuer à gérer les collectivités, la collectivité normande, notre belle région. Vive la région Normandie, vive Hervé Morin et vive le département de la Manche. Merci, cher David. Comme vous le savez, ce sont des réunions un peu particulières puisque nous sommes en jauge limitée. Vous pouvez, les internautes, poser vos questions par SMS au 07 67 67 29 56 et Hervé Morin y répondra à la fin de l'intervention. Il est une voix qui porte vraiment à l'Assemblée nationale, très impliqué dans le département aujourd'hui. Monsieur Morin précise qu'il a voté pour la réouverture des boîtes de nuit, je ne savais pas. Je disais donc qu'il est une voix qui porte, et pas seulement sur les discothèques, mais sur des sujets vraiment beaucoup plus profonds. Il est le président de la Fédération Les Républicains de la Manche, élu local enraciné ici. Mesdames et messieurs, Philippe Gosselin. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir de se retrouver ici, non seulement à Agneaux, mais entre amis, avec des gens en présentiel. Oui, enfin nous revivons. Alors en disant ça, je salue évidemment toutes celles et tous ceux qui nous écoutent de partout en Normandie, mais ça fait plaisir d'avoir enfin une campagne qui reprend du sens, du contact et qui permet de se revoir. Et c'est, je crois, ce qui a donné du sens à cette équipe que nous accueillons ce soir. Redonner du sens à la présence, redonner du sens à la Normandie. Du sens à la présence parce que pendant longtemps, les élus régionaux se sont contentés d'être ici ou là, une fois de temps en temps, pour un SAV, un service après-vote qui était parfois épisodique. Depuis 6 ans, nous avons la chance, et dans ce département, et forcément dans les 4 autres, mais dans ce département en particulier, d'avoir une équipe régionale soudée, présente, et un chef d'équipe qui a quand même été ministre de la Défense, excusez-moi, c'est pas rien, un ministère régalien s'il en était, eh bien une équipe présente sur le territoire et qui n'a pas attendu ces derniers jours, ces dernières semaines pour être ici, pour incarner la région dans un contexte qui était quand même très difficile. Alors nous, on a la chance d'avoir une entité historique qui est connue, une histoire extraordinaire avec Guillaume et les autres. Et vous savez bien du reste que l'ennemi héréditaire du Normand, c'est pas l'Allemand ou d'autres, c'est l'Anglois. Et aujourd'hui, ça se retrouve, mais c'est cet Anglois que nous avons su conquérir en 1066. Et notre duc Guillaume, aujourd'hui, d'une certaine façon, il est là en descendant avec Hervé. Si je dis ça sur un ton un peu badin, c'est que réellement, cette équipe, dans un environnement compliqué, celle de la réunification, et c'est évidemment très sérieux derrière un propos qui paraît badin, cette équipe a su donner corps à un territoire cohérent, un territoire qui va de l'avant. C'était le slogan d'il y a 6 ans, la Normandie conquérante. Eh bien oui, je crois que la Normandie, depuis 6 ans, elle est conquérante. Elle est conquérante en matière économique, elle est conquérante en matière touristique, elle est conquérante en matière culturelle et peut-être plus encore, cette Normandie, elle est profondément ancrée dans chacune et chacun d'entre nous parce que nous sommes fiers
d'être normands, parce que nous sommes fiers d'être français, mais nous sommes normands et français. Ces deux sangs, si je puis dire, coulent profondément dans nos veines. Alors, on a la chance, dans ce département, et je me tourne avant de revenir vers Hervé, on a la chance d'avoir une équipe dynamique, disais-je, avec des conseillers expérimentés, avec d'autres, hélas, qui nous ont quittés, et je pense à François Digard en particulier, en saluant aussi l'ancien maire de Saint-Lô, un autre François que je salue avec amitié, François Brière, et un chef d'équipe. Vous ne m'en voudrez pas si on fait un peu étal de nos relations anciennes. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as vraiment dit, David, il y a une notion de fidélité, de loyauté, de continuité. C'est pas anormal d'avoir des amitiés dans la durée, je vous assure. C'est pas anormal de garder ses amis, je vous assure. Ce n'est pas anormal de leur accorder sa confiance et de continuer à l'accorder. Parce qu'on a un chef d'équipe qui a su se démener, qui a pris la tête, d'une formation compliquée, la formation professionnelle, l'apprentissage, une vice-présidence où il a su aussi incarner des compétences. Et cette compétence, c'est la région qui l'incarne aujourd'hui différemment, compte tenu de la loi, mais c'est toi que je voulais mettre en avant ce soir, parce qu'un très bon chef d'équipe et avec une très belle équipe, mais il faut un chef d'équipe. Et puis Hervé, vers qui je me tourne. J'ai en tête les longs échanges qu'on avait eus les uns les autres autour de toi il y a 6 ans. Quel était le bon candidat? Comment faire? Bien répartir les choses, ne heurter personne. Écoutez, je crois que 6 ans après, on peut être satisfait. Satisfait parce que le candidat qu'il était n'a absolument pas démérité. Il est devenu le président qui est respecté, que nous respectons, le président qui incarne cette Normandie. Et d'une certaine façon, quand on parle Normandie, on dit Morin. Et quand on dit Morin, on dit Normandie. Ça marche dans les deux sens. Eh bien, Hervé, merci d'être un président actif, présent, que nombre de Normands connaissent, ce qui n'était pas le cas, et je ne veux pas piéger l'ancien président ou être dédaigneux ou désagréable. C'est un homme respectable, je parle de Laurent Beauvais, c'est quelqu'un de respectable, et je le dis en sincérité, mais qui n'incarnait pas par sa présence, par son dynamisme, par sa politique, la région telle que tu le fais avec ton équipe aujourd'hui. Alors évidemment, arrivant à la conclusion qui s'impose, il faut transformer un essai qui a déjà été concluant. La Normandie n'est peut-être pas la plus grande terre de rugby, mais il faut garder cette image, transformer l'essai, arrondir la dizaine d'années en faisant 12. 12, c'est bien, on vend beaucoup de choses avec 12 et douzaines des douzaines de ceci ou de cela. Eh bien, une douzaine d'années avec une présidence dynamique qui saura affronter les défis dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Des défis économiques, là aussi, très souvent, mais des défis aussi d'attractivité, des défis de transport, des défis qui sont liés aussi à la modernisation de nos territoires, de nos outils de production. Et je crois que la Manche, la Normandie en particulier, ont des atouts que vous saurez, que tu sauras, cher Hervé, mettre en avant et dynamiser. Alors effectivement, il reste 3 semaines et demie. 3 semaines et demie, c'est très court. Dans une campagne très compliquée, atypique, on a tous nos masques ce soir, il y a les internautes, on a la visio, c'est très bien, mais c'est quand même pas exactement comme d'habitude. Donc il faut y aller. Des gens vont peut-être hésiter à se déplacer. D'autres ont envie de pousser un coup de gueule. Tu l'as dit tout à l'heure, David. Eh bien, ce coup de gueule, qu'ils ne le jettent pas n'importe où, qu'ils pensent qu'une équipe de gouvernement, une équipe de responsabilité peut être le parfait réceptacle de leur coup de gueule et que vous saurez transformer ce coup de gueule en action pour le développement de nos territoires, pour l'avenir de ce territoire, parce qu'avec vous, oui, on veut vivre la Normandie. On veut une Normandie conquérante, on veut une Normandie qui soit gagnante, une Normandie, et je te le souhaite, Hervé et toute l'équipe, au mois de juin, une Normandie triomphante. Merci, cher Philippe, de ta présence et de ton intervention.
Mesdames et messieurs, Hervé Morin, candidat à l'élection pour un nouveau mandat à la tête de la région Normandie. Hervé Morin. Dans une autre vie, tu fasses des spectacles. Hein. Bien. Mesdames et messieurs, heureux d'être à Agneaux, monsieur le maire. Et en plus de ça, vous avez le plus fantastique des commerces de l'agglomération saint-loise, avec Mathilde. Non, tu ne connais pas encore Anne-Marie. Eh bien, tu vas aller faire tes courses dès demain matin. Ça s'appelle le choix de la reine. Ce sont des produits exceptionnels et on a inauguré ça la semaine dernière, monsieur le maire. Voilà, et donc je vous invite tous à aller au choix de la reine dès demain matin pour faire travailler une jeune femme plein de dynamisme, plein d'énergie et qui porte la Normandie. Puisqu'il y a le meilleur du terroir normand. Tu vois Mathilde, je prends 5% de commission la prochaine fois sur tes ventes de la semaine prochaine puisque je viens de faire ta promotion. Heureusement que tu es la seule commerçante de la liste de la Manche, parce que sinon, il aurait fallu que je fasse le tour. Je voudrais dire à Anne-Marie et à Jean-Manuel, c'est les deux cousins, même si je crois que vous n'avez absolument aucun lien de parenté, mais leur dire qu'on a été heureux d'être avec vous pendant 6 ans. Anne-Marie m'a dit, ça fait quelques années que je suis au conseil régional, j'ai quitté la mairie, pour moi c'est le temps de passer la main. Et je voudrais dire à Jean-Manuel qu'on est heureux que tu sois là parce que tu as manqué de nous échapper complètement. Et Jean-Manuel, comme vous le savez, a été entre la vie et la mort en faisant une crise cardiaque au sein du conseil régional. Et j'ai le souvenir encore que pendant 1 heure, alors que le CHU de Rouen doit être à peu près à 5 minutes du conseil régional, où nous étions en assemblée plénière et où pendant 1 heure, le médecin qui était là n'arrivait pas à stabiliser Jean-Manuel, qui partait, revenait. Et donc, Jean-Manuel a décidé de consacrer sa vie un peu plus à sa famille, à ses proches. Et donc, Jean-Manuel, merci pour ce que tu as fait ces derniers. Je voudrais vous dire aussi qu'on a des tout petits jeunes, Lou, Lisa et Gaël, qui... Et en plus, ils s'applaudissent eux-mêmes, donc c'est formidable. Et donc, leur dire qu'on est content d'avoir dans l'équipe des jeunes femmes et un jeune homme qui sont pleins de talent. Vraiment, je vous assure, ils ont la tête bien faite, ils ont plein d'énergie. Ça a été des découvertes et des rencontres. Ils ont beaucoup participé, ils ont écrit pour la région à travers ce qu'on a appelé les jeunes conquérants. Ils ont écrit un programme qu'ils ont financé eux-mêmes avec un bouquin que je vous invite à lire. Et puis, ça, c'est les deux premiers, c'est Lisa et Lou. Et Gaëlle, elle était au conseil régional des jeunes. On avait créé une structure qui, était un lieu de dialogue et qui exprimait ou tentait d'exprimer ce que souhaitait la jeunesse de Normandie à travers les politiques régionales, soit en donnant un avis sur ce que nous faisions, soit en faisant des propositions que nous avons d'ailleurs adoptées. Et j'avais observé parmi ces conseils régionaux des jeunes 2 jeunes femmes. J'en avais même observé une 3e, mais alors le problème, c'est qu'elle était conseillère municipale chez la tête de liste de La République En Marche, Laurent Bonater. Donc, elle n'a pas pu continuer à nous suivre. Mais j'avais repéré ces 3 jeunes femmes en me disant, elles ont une qualité de réflexion, une qualité d'expression. Et donc, j'ai proposé à Gaëlle de venir sur la liste. Et donc, elle est, dans le sud de la Manche, quasiment à la limite avec la Bretonne. Et puis, avec tes yeux bleus et tes couleurs de cheveux, je me méfie même d'ailleurs d'avoir un peu de Bretonne dans l'histoire. Mais voilà, donc on a une équipe avec des stars du sport comme Sylvain, mais au bout du compte, on a cherché à faire en effet une jolie liste qui est pilotée par David, et mon mot sera pour lui parce que il a fait, je vous assure. Alors bien sûr, vous entendez tout le temps ça, des élus, machin, qui s'autocongratulent, qui s'autofélicitent, qui s'aiment, etc. Bon, enfin, vous connaissez ça par cœur. Mais au bout du compte, hier, témoignage, j'étais chez FIM, qui est un centre de formation à Granville, puisqu'on a fait le premier concours culinaire associant des grands chefs et le terroir
et la pêche de Normandie pour porter un nouveau projet qui fasse rayonner la Normandie, le meilleur de son excellence culinaire, et qui s'appuie sur des hommes que tout le monde, ou des femmes, puisqu'il y avait les deux, des hommes et des femmes que tous les Français aiment tellement on aime la bonne bouffe, les moments de fête, la festivité, l'art culinaire, la gastronomie, ces moments de convivialité. Et donc, on a décidé d'en faire un événement de portée nationale en faisant ce concours culinaire autour des produits du terroir de Normandie et des produits de la pêche de Normandie, notamment des poissons oubliés, c'est-à-dire ceux qui sont de bons poissons, mais qu'on a du mal à vendre aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas dans le référentiel des consommateurs. Et par exemple, hier, les chefs qui concouraient, et après, nous, on a goûté tous les plats, c'était autour de la roussette. Nous avons beaucoup de roussettes au large de la Manche, notamment. Et donc, c'est un poisson sur lequel il y avait, en quelque sorte, cette recherche culinaire autour de ce produit. Bref. Eh bien, mon cher David, je reviens à notre histoire, je ferme la parenthèse. Le directeur de film, que je ne connaissais pas jusqu'alors, je ne sais même pas pour qui il vote, si je pense qu'il va quand même voter pour nous, mais je ne le savais pas. Et puis, il y avait une espèce de déjeuner le midi, et on parlait, voilà, bâton rompu, et puis on parlait des efforts qu'on avait fait sur l'apprentissage, etc. Bref. Et il me dit, écoutez, franchement, moi, j'ai une 50aine d'années, j'en ai vu des conseillers régionaux de toutes les majorités. J'en ai vu des conseillers régionaux, comme tu le disais, Philippe, qui passent de temps à autre. C'est la première fois que je vois des élus aussi impliqués, engagés, connaissant leur dossier, étant capables de résoudre les problèmes, de voir avec l'administration régionale. Et il me dit, franchement, votre David Marguerite, il a fait un boulot incroyable. Donc je te le dis parce que c'est un témoignage tout frais d'hier, comme la roussette. Et donc voilà. Honnêtement, je vous le dis, parce que comme on est dans la Manche, quand on a été élu, je dis à David, écoute, il y a un sujet gigantesque, qui est la question de la formation et de l'apprentissage. On doit tellement progresser sur ce sujet-là. On avait depuis 10 ans des courbes de l'apprentissage à la baisse. On a quand même augmenté de 20% le nombre d'apprentis en 4 ans, puisque vous savez que depuis 2020, c'est une compétence qui est repartie dans les mains de l'État. On verra ce qu'ils font sur le long terme. Et de l'autre, on avait cette question qui était la formation des demandeurs d'emploi, l'adaptation de notre dispositif de formation, en faisant en sorte autant que possible qu'on ait des formations, 1, qui soient qualifiantes, 2, qui puissent déboucher sur un boulot, et 3, que nous ayons des formations qui correspondent aux besoins de chaque bassin d'emploi. On a fait un travail, vous n'imaginez même pas, parce que tout ça, c'est totalement souterrain, et puis la plupart du temps, les gens ne le savent pas. La première fois que je suis allé sur le bassin d'emploi de Vire, souviens-toi, David, on y est allé ensemble, les patrons nous ont dit, bon, écoutez, on a de l'activité, on a de plus en plus de besoins de main-d'œuvre et qualification, sauf que nos formations, on n'a pas ce qu'il faut. On a besoin de maintenance industrielle, on a besoin d'upgrader, d'augmenter, d'améliorer les formations sur notamment l'habillement, puisqu'il y a un secteur de l'habillement assez important. On a besoin d'avoir toute une série de formations sur un certain nombre de dispositifs particuliers. On ne trouve personne. Et on a engagé ce travail qui a été de faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec chaque entreprise. On a regroupé tout ça. Et mesdames et messieurs, le plus extraordinaire, ça a été le moment de vérité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, voilà ce que demande l'économie du secteur de Vire. Regardons ce que demande l'ensemble des structures en matière d'ouverture de formation nouvelle, François, toi qui maintenant es dans le sujet. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous jure que c'est vrai. Il n'y avait pas une demande d'ouverture de formation par tous les établissements du bassin de Vire qui correspondait à ce qu'ont demandé les chefs d'entreprise du même bassin. Il y avait du sport équestre, il y avait de l'aménagement paysager, il y avait je ne sais quoi d'autre. Quand, de l'autre côté, on avait des besoins et des demandes pour l'industrie. Eh bien, on a fait ce virage et on a ouvert les formations qui correspondaient à ce que demandait le bassin virois. En tout, sur toute la région, on a ouvert 85 formations nouvelles dans des lycées. Je continue toujours sur Granville, pardon de ne pas citer Saint-Lô parce que je n'ai pas les formations nouvelles qu'on a ouvertes à Saint-Lô, mais ce que je sais, c'est que
à Granville, on a ouvert une formation, un BTS sur l'hôtellerie et la restauration. On est dans le champ du tourisme, il y a des besoins. Quand on était à Falaise dernièrement, on a ouvert une formation de pilote de conducteur de ligne, j'allais dire pilote de ligne, de conducteur de ligne, qui était une demande d'un certain nombre de boîtes, et notamment d'une boîte qui s'appelle Tartifray, qui a des très forts niveaux de croissance et qui est une très belle PME, quoi, même pas une ETI, beaucoup plus une ETI normande. Et donc on a fait ce travail-là. Malheureusement, c'est un travail, c'est scisif cette histoire-là, parce qu'on n'est jamais satisfait. Quand on est à Coutances, Jean-Manuel, eh bien qu'on voit les carrossiers industriels, ils nous disent on a 250 emplois non pourvus. Comment on fait pour bâtir un système dans lequel et on a ouvert une formation il y a 2 ans, dans laquelle on n'a pas trouvé de jeunes. Comment on fait pour arriver à créer les conditions pour que des jeunes puissent trouver des voies vers lesquelles ils ne vont pas naturellement. Vous voyez, ce matin, j'étais à Alençon. Non pas pour la campagne, mais pour annoncer l'ouverture de nouvelles formations à l'ISPA. L'ISPA, c'est l'Institut de la plasturgie, qui est une des grandes références nationales sur ce sujet-là. Nous sommes une grande région de la plasturgie, pas chez vous, mais un peu plus vers la Normandie orientale. Moins chez vous, plus, si j'en crois, peut-être je me trompe, mais il y en a un peu partout. Et donc, il y avait des jeunes en formation. La plasturgie, si vous allez dans un collège ou dans un lycée, que vous dites, tiens, est-ce que tu as envie d'aller dans la plasturgie? Je ne suis pas sûr qu'on y trouve forcément beaucoup de candidats. La plasturgie, ce n'est pas du tout celle qu'on imagine avec du plastique. C'est de plus en plus des plastiques biosourcés, c'est des plastiques recyclés. On fait du plastique pour les imprimantes 4D, qui sont des imprimantes, des plastiques biosourcés à partir des restes de coquilles Saint-Jacques, à partir des restes de cuir. Donc on est sur, au contraire, un métier qui est en complète transformation et en complète évolution. Vous savez, le petit support blanc que vous avez dans vos machines à laver, ce n'est pas du plastique issu du pétrole, c'est du plastique biosourcé issu d'une entreprise qui se situe à côté de Bernay et qui est le leader mondial sur le sujet. Et donc c'est un métier dans lequel je ne suis pas convaincu que ce soit si facile, mais il n'y a pas un chômeur qui sort de ces structures. Quand vous sortez d'une structure de formation autour de la plasturgie, vous n'êtes pas au chômage, vous êtes même embauché avant de sortir. Et je vais vers 2 jeunes et je dis à ces 2 jeunes-là, là vous êtes en BTS, qu'est-ce que vous allez faire? Alors l'un et l'autre disent, on a un contrat de travail avec tel, machin, etc. Et je dis, mais combien tu gagnes? Combien tu vas gagner à la sortie? Eh bien, entendez-vous bien, ce jeune sortant de l'école, le contrat de travail qu'on lui propose, Philippe, c'est 3 000 € net par mois. Parce qu'on est dans un secteur où la demande est tellement forte que si on veut attirer des jeunes, on est obligé de leur accorder des niveaux de rémunération auxquels personne ne peut penser quand on est sur ces métiers-là. Et donc on a un chemin énorme qui est celui à la fois de construire de nouvelles formations pour les demandeurs d'emploi. On en a quand même ouvert 800 supplémentaires. On forme 25 000 demandeurs d'emploi par an en Normandie quand on en formait 20 000 en 2015. On a amélioré le statut pour faire en sorte que des demandeurs d'emploi qui jusqu'alors hésitaient à rentrer dans un système de formation y aillent, en augmentant notamment l'indemnité qui leur est versée, en favorisant leur mobilité, en payant éventuellement la moitié du permis de conduire, en faisant en sorte, quand on est une femme, parce que ce sont souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants, que si elles partent en formation, on prenne en charge les frais liés à la garde des enfants dans telle ou telle structure. Mais toutes ces formations que nous avons ouvertes, clairement, il y a encore un immense chantier à mener en permanence d'adaptation, de reconstruction, de redéfinition. Mais on l'a fait bassin par bassin d'emploi. Et David y a consacré beaucoup de temps. Et vous voyez, derrière ça, il y a un sujet clé, qui est celui de l'orientation, de l'information sur les métiers. C'est une nouvelle compétence dont David a aussi la responsabilité. Depuis la loi de fin 2019, les régions peuvent prendre cette compétence. Nous l'avons prise. On a créé une agence d'orientation, on a mutualisé les moyens, on a récupéré un certain nombre de fonctionnaires de l'éducation nationale, etc. Mais ce travail-là, mesdames et messieurs, il est énorme. Il faut qu'on s'adresse à
plusieurs centaines de milliers de jeunes pour leur dire vous allez changer de représentation sur les métiers. Vous allez faire en sorte d'aller au moins une fois dans une entreprise durant le collège ou le lycée, et pas simplement pour un stage à la con derrière une photocopieuse, mais une vraie découverte du métier. Quand vous allez dans un lycée, que vous êtes en terminale, et que vous demandez aux élèves, je fais à chaque fois l'exercice, combien d'entre vous êtes allés dans une entreprise? Sur une classe de 30 élèves, vous en avez 5 à 6 qui lèvent la main au maximum. De l'autre, il faut que les chefs d'entreprise, les collaborateurs aillent dans les collèges et les lycées pour raconter leur métier, notamment les jeunes qui commencent le boulot, et qui leur disent voilà combien je gagne, voilà ce que je fais, je vais te faire partager ma passion de la boulangerie, ma passion sur la métallurgie, la chaudronnerie, sur tel ou tel métier sur lesquels on a des tensions considérables en matière de main-d'œuvre. Et puis derrière ça, il y a un autre sujet à travers l'orientation et l'information sur les métiers. C'est celui de permettre à des jeunes de pouvoir porter leur ambition. On est quand même dans une société qui se nourrit d'égalitarisme matin, midi, soir et nuit, et qui accepte la plus immense inégalité qui est celle liée à l'accès à l'enseignement supérieur. Dis-moi ce que font tes parents, je te dirai ce que tu vas faire. Mesdames et messieurs, on n'a jamais eu aussi peu d'enfants issus de milieux modestes dans l'enseignement supérieur en France. C'est un scandale. C'est une honte absolue. On devrait au contraire permettre à tout enfant qui en a la capacité et le potentiel de pouvoir accéder aux meilleures écoles s'il a cette potentialité-là, de pouvoir devenir ingénieur. Et pourtant, ce n'est pas ça, la société française, c'est le contraire. Mais ça aussi, c'est une immense ambition qu'on doit essayer de porter et de construire. Et puis enfin, il y a l'autre inégalité qui est celle des sexes. Pourquoi, mesdames et messieurs, dans la métallurgie, il n'y a quasiment aucune femme? C'est quasiment tout le temps maintenant de l'industrie du futur. Donc ce n'est pas des métiers comme on peut les imaginer il y a 50 ans. À chaque fois qu'il y a une femme dans ces métiers-là, le patron vous dit c'est la meilleure. Ça nous en met un coup pour nous. Et quand vous êtes dans une école ou dans un lycée, même chose. Hein. J'étais dernièrement dans un lycée qui préparait sur les métiers de soudeur, etc. Ils vous disent, il y a toujours une ou deux jeunes femmes sur 30, ils vous disent mais c'est elles qui sont les meilleures. Mais on l'a sur la métallurgie, mais on l'a aussi dans les start-up. Allez dans une start-up, vous n'avez que des mecs en jean et en basket. Allez savoir pourquoi les jeunes femmes ne sont pas dans les métiers du digital. Et donc, clairement, à travers la question de l'orientation, il y a l'accès aux métiers, et puis il y a des immenses enjeux qui sont celui de permettre à des jeunes qui ont l'ambition de se connaître et de pouvoir accéder au métier qui est à leur niveau de qualification et à leur niveau, à leurs compétences, à leurs capacités, leur volonté. Et puis il y a la question de permettre à des jeunes issus de milieux modestes de réussir aussi bien que des enfants de bourgeois. Mais ça, c'est un immense chantier que la région a commencé il y a 1 an, mais qui est très lié à la question de l'accès à la main-d'œuvre et à la qualification. Parce que, au lieu d'aller vers les services, au lieu d'engager des jeunes dans des formations qui vont nulle part. Vous voyez, on a fait un sujet qui est de fermer un certain nombre de bacs pro dans des lycées. Mesdames et messieurs, vous êtes dans un pays où on maintient des bacs pro dont certains, à 1 an après la sortie de la scolarité, vous donnent ce chiffre faramineux de 95% de jeunes au chômage. Champion la France. On forme des jeunes, on consacre de l'argent sur des formations où on sait qu'au bout du compte, il y a le chômage. Eh bien, on a commencé à fermer progressivement ces formations qui ne menaient nulle part pour ouvrir des formations qui correspondaient au bassin d'emploi. Ce travail-là, on doit continuer à le faire. Et l'idée, c'est que dans chaque lycée, on puisse bâtir un modèle dans lequel on ait une formation de référence qui accueille des jeunes non seulement du bassin d'emploi, mais de toute la Normandie, avec un internat du futur. Nous aurons un grand programme sur l'internat du futur. Et qu'au-delà de ça, cette formation d'excellence soit en quelque sorte l'étendard du lycée ou de l'établissement, et que nous puissions bâtir à chaque fois dans ces lycées, les formations de référence obligatoires dans chaque bassin de vie, mais aussi des formations qui correspondent aux besoins. C'est dur,
C'est un énorme travail parce que derrière, il faut investir dans du matériel, des équipements, des infrastructures. Mais au bout du compte, mesdames et messieurs, vous êtes dans une région qui a consacré 620 millions d'euros dans la modernisation de ces lycées. C'est 20% de plus que la Haute et la Basse Normandie n'avaient fait. On a par ailleurs fait en sorte que ces jeunes puissent bénéficier d'un accompagnement pédagogique ou péripédagogique. On a créé ce qu'on a appelé lycée du futur. C'est quoi? C'est des innovations pédagogiques que la région finançait sur proposition des communautés éducatives. Il y a 150 projets de ce genre dans les lycées de Normandie. Il y a des projets qui s'appellent lycée développement durable. C'est ceux qui s'engagent dans l'éducation à la conscience aux questions d'environnement et de développement durable. Ça va être un endroit où on va avoir un poulailler, où on va pouvoir mettre ses déchets alimentaires. Un autre endroit où on décide de faire du tri sélectif. Le troisième, c'est un lycée dans lequel on va bâtir un projet autour de la permaculture ou de mettre des ruches. Bref, de bâtir à chaque fois qu'on le peut des projets qui aussi soient au sens large ce qu'un lycée doit proposer. Et je termine par un sujet. On a proposé à 1000 jeunes de rentrer en immersion en anglais. On appelle ça Normandie Langue. On portera ça à 2000. Comme on a développé pour les entreprises en finançant 100 postes pour ceux qui partent faire de l'export pendant 1 an au profit d'une entreprise. C'est volontaire à l'international. Eh bien, il y en avait moins de 40 en Normandie. Alors avant le Covid, parce que si je prends les chiffres Covid, bien sûr, ça s'est effondré. On est à une centaine. Et nous aurons, mesdames et messieurs, une nouvelle politique à partir du mois de septembre. C'est que dans tous les lycées de Normandie, les jeunes auront un ordinateur portable. Alors, les jeunes de seconde, parce que ça coûte très cher. Il faut quand même en acheter 43 000 rien que pour les secondes. C'est 20 millions d'euros. Et donc, en 3 ans, tous les jeunes des lycées de Normandie, pourquoi? Pour lutter contre la fracture numérique et parce qu'on a découvert que l'ordinateur portable, c'était un moyen extraordinaire pour faire de l'accompagnement pédagogique, du suivi personnalisé et d'avoir des innovations. C'est quand même, mesdames et messieurs, pour les jeunes, une région qui a créé aussi un pass qu'on appelle le pass monde, c'est-à-dire la mobilité internationale des étudiants. Il n'y avait aucun dispositif ni en Basse-Normandie ni en Haute-Normandie, comme si aujourd'hui les étudiants ne sont pas obligés d'aller faire un stage ou de faire une année de scolarité à l'étranger. Eh bien, il y a 4000 jeunes chaque année qui bénéficient d'un financement de la région, c'est très significatif pour financer leur déplacement à l'étranger. Et alors, mon cher Philippe, quand il y aura le débat avec le gouvernement sur le fameux pass culture de M. Macron, tu lui diras qu'il passe un coup de fil au président de la région Normandie et lui expliquer qu'on n'a pas attendu M. Macron pour faire ce qu'on appelle Atout Normandie, qui bénéficie à 170 000 jeunes en Normandie, qui leur permet d'acheter des livres à moitié prix et qui leur permet d'accéder à la culture, au cinéma, au sport, avec des tarifs préférentiels ou avec des tarifs ou avec un chèque qui leur permet de pouvoir accéder à tout cela. Et ça, mesdames et messieurs, c'est 170 000 jeunes par an qui bénéficient de ce dispositif, pas une fois. Le système du gouvernement, c'est 300 balles en un coup. Nous, c'est chaque année de 15 ans à 25 ans. C'est quand même pour le contribuable 14 millions d'euros qui sont accordés à ces jeunes et qui favorisent aussi le pouvoir d'achat des familles, parce que quand on achète des livres scolaires, ça coûte moins cher. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par ça, mais c'est à cause de David Marguerite. Mais je voulais évoquer avec vous cette question centrale qui est celle de la jeunesse. J'aborde un dernier point. À Saint-Lô, il y a une antenne universitaire. Cette antenne universitaire, nous y ferons des travaux. Nous avons d'ores et déjà prévu 2 millions d'euros de travaux sur les 6 millions qui sont programmés. Il y avait une tendance qui considérait que les antennes universitaires devaient fermer, mon cher Philippe. La tendance était de dire, tout ça, on balaie. Eh bien, sur des pôles, sur des sujets particuliers, là où il y a des blocs de compétences, là où il y a des labos comme pour vous, eh bien, il faut maintenir et développer ces structures universitaires qui sont facteurs d'attractivité pour ces villes moyennes. Quant à Alençon, on a le pôle de formation autour de la plasturgie, eh bien, on doit avoir aussi sur Saint-Lô des formations d'enseignement supérieur sur un certain nombre de secteurs. Comme on doit pouvoir le faire aussi dans les autres villes de Normandie où on avait plutôt tendance à vouloir fermer. Mais derrière tout ça, on a, nous, en Normandie, un sujet chez l'enseignement supérieur. Pourquoi? Parce qu'on perd 3800 jeunes chaque année. C'est le solde net de jeunes niveau master qui quittent la Normandie
pour aller en Île-de-France et pire en Bretagne. C'est pour vous réveiller que je pose la Bretagne. Vous êtes en train de vous endormir là. Et donc, je le fais à chaque fois. Oui, Yael, je fais à chaque fois. Oui. Et donc, on a 3800 jeunes normands qui sont parmi les mieux formés et qui quittent les universités, les écoles de Normandie. Et donc, on a un immense plan avec les grandes agglomérations, Caen, Rouen et Le Havre, pour bâtir 3 campus universitaires. À Caen, c'est le Plateau Nord, ça s'appelle Epopéa. À Rouen, c'est le campus du Madrier. Les arts et métiers y auront leur place bientôt, mon cher François. Et troisièmement, au Havre, où nous avons déjà renforcé le campus universitaire du Havre. Au-delà de cela, c'est un objectif clair, ouvrir une école de l'enseignement supérieur par an en Normandie. Une école d'enseignement supérieur par an. On a déjà ouvert une école d'ingénieurs à Vernon, autour du campus du spatial. On ouvrira une formation sur l'hydrogène avec les arts et métiers. On va bientôt lancer les travaux d'une école d'ingénieurs nouvelle qui vient de Bretagne, qui s'appelle ISAN INCREA à Caen. Et l'objectif, c'est que chaque année, on ait un établissement d'enseignement supérieur supplémentaire en Normandie. Et ces établissements d'enseignement supérieur, ils ne sont pas forcément, cher Philippe, tous à Caen, à Rouen ou au Havre. Ils peuvent être aussi ailleurs à partir du moment où on sait bien les positionner sur des champs de compétences. Et ça, c'est un travail qu'on doit mener, monsieur le maire, à l'avenir, avec les élus des différentes agglomérations et des villes moyennes. J'ai terminé avec la jeunesse, mais je voulais vous en parler. J'en parle pas en général autant que ça. Ceux qui me suivent chaque soir se disent « Tiens, ça y est, il n'a pas dit la même chose que d'habitude sur le sujet ». Mais je voulais évoquer cette question-là parce qu'elle est clé, elle est stratégique. Il ne peut pas y avoir de territoire qui se développe si on n'a pas de la matière grise. C'est l'élément clé. À chaque fois qu'une boîte investit, se développe, s'installe, après peut-être le très haut débit, la seconde question c'est où vais-je trouver ma main-d'œuvre? Et donc soit on se met en situation d'être attractif parce qu'on sait qu'on va pouvoir se développer parce qu'il y aura les hommes et les femmes pour travailler dans la boîte, soit on se dit il n'y a pas de potentiel réel, et c'est un vrai sujet dans la Manche. Comme vous le savez, c'est un département pour lequel j'ai un vrai coup de cœur. Si j'avais les moyens d'Anne-Marie Cousin, j'aurais depuis longtemps une maison dans la Manche. On va se cotiser. Mais clairement, c'est un vrai sujet, parce que on pouvait difficilement l'imaginer, mais il y a encore 10 ans, mais c'est quand même un département où on est en situation de plein emploi. Si on considère le chômage frictionnel, on est quasiment en situation de plein emploi. Et on l'est même, mesdames et messieurs, sur le bassin d'emploi qui était terriblement frappé, qui est celui de Cherbourg. On a fait un boulot gigantesque. Vraiment, j'attends les résultats à Cherbourg, parce qu'avec ce qu'on a fait sur Cherbourg, si avec en plus la tête de les Cherbourgeois, si on ne fait pas un meilleur score que d'habitude, je ne comprends plus rien. Mais on a... Le taux de chômage à Cherbourg a baissé de façon massive, tellement on a recréé de l'emploi industriel sur Cherbourg. Et on y a mis ce qu'il faut, parce qu'on y est quand même pour beaucoup dans cette histoire-là. Il y a eu l'initiative privée, mais il y a eu quand même des soutiens de la région, la construction du port, etc., la construction d'usines, etc. Bien. Donc voilà le premier sujet que je voulais évoquer, la question de cette question absolument centrale qui est celui de l'éducation, de la qualification et de la formation. Le second sujet que je voudrais évoquer, c'est bien sûr l'équilibre de la politique que nous avons menée. Dans la Manche, parfois, on se sent un peu éloigné. On se dit toujours, oh là là, est-ce que ça, on va s'occuper de nous, on va penser à nous. Franchement, on s'est occupé de la Manche comme du reste des autres départements. Et comme il y a eu des élus qui sont bougés, on a été souvent appelés sur des concours assez importants. Quand le président du département de la Manche m'a dit « Hervé, il faut que tu nous finances la moitié du Grand Villavranche », on a été là. Quand le président du département nous a dit « Il y a quand même cette route Saint-Lô-Coutances où il faut qu'on arrive enfin à bâtir quelque chose », on a accepté d'en payer la moitié. Ça va commencer en 2023, je crois, les travaux. Quand on a eu besoin
de financer une infrastructure routière qui s'appelle le contournement ouest de Cherbourg, que les Cherbourgeois attendaient depuis 20 ans, nous avons accepté d'y participer. Et donc on a beaucoup fait pour la Manche, comme on a fait pour tous les territoires, à partir d'une idée simple. On doit autant s'occuper des zones urbaines que des zones rurales. Il doit y avoir autant pour la ville que pour la campagne, autant pour les grandes agglomérations que pour les villes moyennes. Et nous avons veillé, par toutes nos politiques, à avoir cette justice ou cet équilibre-là. On finance à la fois la chatière au Havre, qui permettra de faire la connexion qu'on attend depuis 25 ans entre la Seine et la mer, pour développer le transport fluvial et pour porter un certain nombre de projets industriels qui étaient dépendants de ça. Et dans le même temps, mesdames et messieurs, on a quand même consacré 234 millions d'euros pour participer au déploiement du très haut débit et aider les départements qui en ont la charge à accélérer le rythme. L'année prochaine, la Manche et l'Eure seront totalement fibrés dans toutes les campagnes, même au fin fond des vallées. La Seine-Maritime, c'était 2030-2035. 2025, ça sera terminé. La Manche, c'est, je crois, aussi 2024-2025. Et l'Orne, qui avait pris un train de retard parce que l'ancien président du département ne voulait pas entendre parler de ça, parce qu'il s'était fait intoxiquer par Orange, qui lui avait expliqué que la montée en débit, ça marchait bien. Heureusement, on a changé de président de département dans l'Orne. Et donc, avec lui, on a pu faire des choses. Et là aussi, un plan de déploiement du très haut débit. En tout, on a donc fait en sorte que sur ce sujet central en matière de développement et en matière de services, on soit en capacité d'accélérer radicalement et de permettre notamment aux zones rurales d'accéder à un service qui leur était promis dans 10 ans ou dans 15 ans si la région n'y avait pas mis le paquet. Et donc on a eu ce premier équilibre-là. Et pardon, combien a-t-on financé de centres-bourgs en Normandie? On n'en finançait pas. L'attractivité du commerce, l'attractivité de l'artisanat. La Basse-Normandie, tout ça, c'était des sujets qui n'existaient pas. 251 centres-bourgs ou aménagements de centre-ville ont été réalisés sur la Normandie avec un soutien de la région représentant plus de 50 millions d'euros de financement. On l'a fait avec des politiques particulières, mon cher François, sur ce qu'on appelle les villes de la reconstruction, pour traiter la problématique de la vacance des logements, etc. Nous avons donc eu ce fil conducteur sur toute la Normandie, j'allais dire de Eule-le-Tréport jusqu'à Avranches, qui a été de dire, pour ces villes moyennes, qui ont des problématiques liées au patrimoine de la reconstruction, on va mener un certain nombre de programmes. Je crois qu'à Saint-Lô, on a dû vous accorder 1,5 million ou 2 millions d'euros pour ces programmes. Et deuxièmement, on va en faire aussi un atout touristique. Parce que quand on regarde bien ce programme et cet urbanisme-là, c'est un urbanisme très fin. On pense que c'est un urbanisme industriel. En réalité, c'est une architecture intelligente et c'est une architecture qu'il faut savoir valoriser. Donc on a décidé d'en faire un fil conducteur et d'en faire aussi éventuellement un produit touristique. Et donc on a cherché à le faire à travers des programmes, les équipements sportifs. On a tout de même financé 170 équipements sportifs majeurs dans toute la région, dont une vingtaine de piscines d'ailleurs. On a aussi, de la même façon, financé toute une série d'équipements culturels pour faire en sorte que la culture puisse être ouverte aussi dans des villes moyennes ou dans des petites villes. Ça a été le premier équilibre. Il y a eu un deuxième équilibre, mesdames et messieurs, c'est qu'en Rouen, Haute et Basse-Normandie, les Bas-Normands avaient le sentiment qu'ils allaient se faire bouffer par les Hauts-Normands, et nous avions pris comme engagement qu'on mettrait le siège du conseil régional à Caen, symboliquement, puisque la préfecture est à Rouen. Nous l'avons fait. 600 fonctionnaires à Caen, 600 fonctionnaires à Rouen, des directions spécialisées dans chaque site, et on a bâti un modèle dans lequel on a à la fois rationalisé et en même temps, on n'a ni défavorisé Caen, ni défavorisé Rouen, puisqu'il y a à peu près autant de fonctionnaires à Caen qu'à Rouen. On a veillé à des symboles. Le premier symbole, c'est que le président de la région étant haut normand, même si au bout de mon jardin, je suis dans Basse-Normandie, mais
Donc, on s'est dit, il faut que le premier vice-président soit bas normand. C'est une femme, c'est Sophie Gauguin, en charge du développement économique. Alors, quand les socialistes, dans le cadre de leur discussion d'appareil avec Europe Écologie Les Verts, décident que la présidente de région sera la tête de liste qui est de l'agglomération rouennaise, mais que dans le cadre de l'accord d'appareil, le première vice-présidente sera Europe Écologie Les Verts, dont la leader est aussi dans l'agglomération rouennaise, eh bien vous vous retrouvez avec un système dans lequel c'est Rouen et Rouen. C'est un mauvais symbole, parce que, en effet, Philippe, la réunification aujourd'hui, tout le monde trouve ça naturel, plus personne n'en parle, mais c'est, je te l'assure, un équilibre fragile. Ça peut être une formidable dynamique pour porter la passion de la région, mais ça peut très vite se détruire et se déliter si une partie de la Normandie a le sentiment d'être moins bien traitée que l'autre et uniquement par des symboles. Et donc partout, on a essayé de bâtir un modèle dans lequel on a mis certaines structures qui sont sous notre autorité au siège à Rouen, d'autres à Caen, toujours sur cette idée. Et donc, ça a été le deuxième équilibre. Et puis, il y a eu aussi l'équilibre qui est la justice entre les uns et les autres. La justice, ça a été de dire qu'il n'y avait pas deux types de jeunes lycéens. Les jeunes lycéens qui sont dans les établissements privés et ceux qui sont dans les lycées publics. Avant, quand vous aviez le malheur dans les lycées privés, grosso modo, les majorités ne s'occupaient pas de vous. En Haute-Normandie, c'était même mieux, ils refusaient de payer. Ce que la loi les obligeait à payer. Donc on avait un contentieux, la bagatelle de 42 millions d'euros devant le Conseil d'État. Donc la première décision qu'on a prise quand on est arrivé à la tête de la région, c'est de solder les 42 millions d'euros qu'on devait aux établissements privés. Mais de l'autre, on a aussi décidé, notamment dans le cadre de la loi, de considérer que là où les établissements privés avaient des projets d'investissement, même si c'est bien sûr c'est des niveaux de financement beaucoup plus faibles, puisque sur les lycées publics on paie 100%, mais dans le cadre des lois, de faire en sorte qu'on puisse donner un coup de main, garantir les emprunts. J'étais tout à l'heure avec Marc Lefebvre pour l'inauguration d'une maison familiale, quoi, tout du moins où ça ? À Condé, oui. Non, je crois que tu disais ailleurs, parce que j'étais à Condé, moi, mais tu étais peut-être ailleurs, toi, non, mais tu aurais pu aller ailleurs après sur un autre endroit. Et donc, quand on était à Condé, on a donc un magnifique internat qui a été construit. On a à la fois participé au financement et on garantit les emprunts. Comme ça, c'est plus facile pour ces établissements de pouvoir accéder à l'investissement. Et donc, on a veillé à ce que des jeunes lycéens, puisque le modèle éducatif français est bâti sur le public et le privé, eh bien, qu'ils soient traités de la même façon. Les bourses à la mobilité internationale, ils y ont droit, et les ordinateurs qui seront livrés, les portables qui seront livrés au mois de septembre, ils seront pour les maisons familiales, pour les lycées privés et les lycées publics. Et donc, nous avons essayé de bâtir en permanence cette idée-là, et avec l'idée de porter derrière tout ça une idée, un sujet simple, c'est la fierté d'être normand. On l'a évoqué, vous l'avez évoqué tous les deux, mais mesdames et messieurs, c'est clé. Quand on a la chance d'avoir un imaginaire aussi puissant que celui de la Normandie, région connue dans le monde entier, région sur laquelle il n'y a que du positif, la qualité de vie, les paysages, le patrimoine historique, l'histoire médiévale, nos 620 km de côte, des sites connus dans le monde entier, Étretat, Mont-Saint-Michel, les tapisseries de Bayeux, la gastronomie, les produits du terroir. Bref, quand on a cette chance-là, eh bien, on porte la région. On devient nous-mêmes les premiers ambassadeurs de cette région. Je suis toujours fasciné, moi, quand j'ai des élus dans certains coins qui sont toujours en train de dire que rien ne va. Je leur dis, mais je peux comprendre, pas forcément à l'égard de la région, mais globalement. J'en dis, mais je disais ça dernièrement à des élus qui étaient sur le Paris-Granville. Je dis, vous avez un train qui marche de façon formidable maintenant. Mais vous continuez à porter l'idée que le train marche aussi mal qu'il marchait il y a 10 ans. Moi, je vois bien tous les jours, j'ai les rapports de la SNCF, train par train, de savoir s'ils sont à l'heure, pas à l'heure. Et je le regarde parce que ça me permet de les engueuler à chaque fois que ça ne va pas. Eh bien, j'en dis, vous avez des taux 95 à 100% de ponctualité. Il y a très peu de lignes en France où on est sur des taux de ponctualité. Quand ils ne sont pas ponctuels, c'est à cause d'une vache qui est au milieu du truc, etc., etc. Bien. Bon, mais arrêtez de dire que votre train ne marche pas, parce que comment voulez-vous que des entreprises, des familles viennent s'installer si vous leur expliquez que ça ne marche pas? Donc on peut être lucide sur nos faiblesses,
Mais on peut aussi porter la région, en être l'ambassadeur. C'est pour ça qu'on a créé un club d'ambassadeurs. J'espère que vous en êtes tous membres. Il y a 15 000 membres, 15 000 ambassadeurs. On a des clubs d'ambassadeurs dans une trentaine de capitales à travers le monde, de Normands qui sont fiers, qui ont porté le drapeau. À Sydney, vous avez un club des ambassadeurs normands avec des chefs d'entreprise, des cadres qui vivent en Australie et qui ont été contents de pouvoir retrouver leurs racines normandes. Vous avez donc ainsi... on a cherché en permanence à porter le meilleur, l'excellence. Voilà pourquoi on a fait les Olympiades des métiers, les Jeux Olympiques sur l'apprentissage, pour que les jeunes découvrent l'apprentissage, pour découvrir des métiers, mais aussi pour porter la région. Pourquoi on a fait le Festival de l'excellence normande qui réunit tout ce qu'il y a de meilleur en Normandie dans un même endroit, les laboratoires, les centres de recherche, l'agroalimentaire, la culture, etc. C'est pour que les Normands se disent « mais on a tout ça chez nous !» Et on peut le faire sur des tas de sujets où on a cherché en permanence à se dire on va être fiers comme des Bretons, fiers comme des Alsaciens de notre région. C'est ça le sujet. Et ça, on le porte et on fait en sorte qu'on favorise autant que possible à chaque fois l'économie régionale. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je suis assez content quand le candidat du Front National dit « je vais régionaliser les commandes de la région ». Ben ma pomme, c'est déjà fait. C'est pas parce que tu es conseiller régional depuis 5 ans, tu devrais savoir que 98,5% des commandes de la région sont attribuées à des entreprises de Normandie. Tous les architectes sont normands quand on fait des travaux. Le président de la commission d'appel d'offres, il a une consigne simple, tu me trouves un architecte normand à chaque fois. On va arrêter le snobisme d'aller chercher des parigots. Pourquoi on fait « je mange normand » dans les lycées? Pareil. En clair, aujourd'hui, on a un programme, manger des produits normands dans les lycées. 50% des produits qui sont consommés dans nos lycées sont normands. On veut aller jusqu'à 80%. Certains lycées y sont. Il y en a d'autres pour qui le proviseur est un peu mou du genou, le chef de cuisine aussi. Mais on doit arriver à cela. D'une part, c'est favoriser les filières courtes, c'est faire de l'environnement. Et puis deuxièmement, c'est aussi faire travailler les Normands. Pourquoi on a lutté contre les travailleurs détachés ? C'est pas parce qu'on est xénophobe, c'est simplement parce qu'on avait des hommes et des femmes qui venaient d'un certain nombre des pays d'Europe centrale, qui travaillaient 50 heures ou 60 heures par semaine, qui dormaient dans une camionnette, et que pour nous, c'était absolument inacceptable. Et que si on a des Roumains ou des Polonais qui viennent bosser chez nous, on les fait bosser dans les mêmes conditions que les Français. Eh bien, chez nous, on a imposé, puisqu'on n'avait pas le droit de le faire comme ça, on a imposé indirectement, puisque au nom des consignes de sécurité, chaque collaborateur sur un chantier doit comprendre les consignes de sécurité. Donc on impose un interprète pour qu'il puisse interpréter les consignes de sécurité. Si on met un interprète derrière un salarié, il n'y a plus d'intérêt d'aller chercher un Polonais ou un Roumain. Donc voilà les choses qu'on a faites. Ça, c'est des choses concrètes. Bâtir autant que possible autour de la Normandie l'essentiel de la promotion de ce que nous avons. Je termine par un exemple, puisqu'on est dans un département rural. Le salon de l'agriculture, si vous y allez, vous verrez le plus beau stand, il est normand maintenant. On avait un stand minable avant, parce que la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, machin, etc. Maintenant, on fait avec les 5 départements, et on a un stand à la hauteur de ce que représente l'agriculture et l'agroalimentaire en Normandie. C'est dans l'imaginaire, il faut qu'on soit à la hauteur de notre imaginaire. On est une région industrielle. Eh bien, on va au salon de Hanovre avec les industriels pour porter l'industrie normande. Quand on a le salon Made in France, on a un stand avec le meilleur des entreprises du patrimoine vivant, de l'artisanat d'art, etc. En Normandie, les tricots Saint-James, les casseroles Mauviel, tout le monde y est et on porte la Normandie. Tout le temps porter notre région. Ça a été une ambition. Et puis, dernier sujet, parce qu'on va m'expliquer que j'ai été trop long, c'est bien sûr de porter une politique autour de l'économie avec une idée extrêmement simple, mesdames et messieurs. S'appuyer sur nos points forts pour réduire nos faiblesses. Je fais souvent la comparaison avec le sport. Quand vous êtes sportif de haut niveau, on dit aux sportifs de haut niveau, mon vieux, tu as des faiblesses, mais tu vas renforcer tes points forts. Et quand tu renforceras tes points forts, tu seras meilleur. Si vous aimez le foot, si vous avez un joueur de foot qui a un excellent pied gauche, vous n'allez pas lui demander d'améliorer son pied droit, vous allez lui dire qu'il continue à travailler son pied gauche pour marquer encore un peu plus de buts ou faire de meilleures passes. Eh bien, pour l'économie, c'est la même chose.
c'est en permanence renforcer nos points forts. J'ai évoqué la question industrielle. Mais mesdames et messieurs, quand on regarde les résultats économiques de la région, nous sommes la première région industrielle de France. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas les Hauts-de-France, ce n'est pas je ne sais où, PACA avec Marseille, c'est la Normandie. 22% du PIB régional, c'est l'industrie. La France, c'est 10%. Hein. 30% de l'emploi dans certains départements. L'Orne et l'Eure, c'est 30% de l'emploi. Et donc, on a tout fait pour renforcer, pour doper notre secteur industriel. On l'a fait par les systèmes de formation que j'ai évoqués et on l'a fait par tout un écosystème qu'on a su bâtir. Je prends 2 exemples. Vous ne le savez pas, mais vous êtes propriétaire d'entreprises normandes. Nous avons un fonds souverain et nous rentrons dans le capital d'entreprise pour stabiliser le capital, pour améliorer leur haut de bilan, pour permettre à une start-up de se développer, pour renforcer l'entreprise au moment de sa transmission, pour la renforcer aussi éventuellement quand elle a eu une période de difficulté. Nous avons créé aussi, mesdames et messieurs, des dispositifs à l'exportation. Nous avons été la première région française à créer un accélérateur à l'exportation. C'est quoi? C'est permettre à des PME qui ne sont jamais allées à l'exportation, et ça coûte cher, c'est difficile à l'exportation, eh bien leur favoriser la capacité d'aller à l'export. 200 boîtes en Normandie sont parties à l'exportation avec le soutien de la région. Et troisième élément que je cite, nous avons créé un dispositif qui s'appelle ARM, qui vient au secours d'entreprises saines, mais qui ont des difficultés. On a sauvé, mesdames et messieurs, 512 boîtes en Normandie. 512, 16 000 emplois. Si vous lisez le journal, la semaine dernière, j'étais chez Frial, 600 emplois à Bayeux. Vous savez, quand vous mangez du Picard, c'est du Frial. Eh bien, ces 600 emplois, je peux dire, parce que c'est le patron lui-même qui le dit, ont été sauvés parce que l'entreprise a eu le coup de main de la région au moment où ça allait mal. C'est intéressant comme histoire. Une entreprise qui se développe, formidable. Et puis, le chef d'entreprise prend sa retraite, vend la boîte, plus d'investissement. 4 ans plus tard, les salariés viennent voir l'ancien patron, Jean-Marie Pirandin, en lui disant « Monsieur, si vous ne reprenez pas la boîte, dans les 3 mois, on est mort. C'est fini. » Jean-Marie Pirandin m'a appelé en me disant « Hervé, si la région n'est pas à nos côtés, on sera incapable de remettre l'outil de travail à sa place. » On a fait un chèque de 2,5 millions d'euros, un prêt. Ça a permis de rouvrir les crédits bancaires. Ils ont lancé un plan d'investissement, 10 millions d'euros. Ils ont remis l'outil de travail en place. Deuxième plan d'investissement de 10 millions d'euros. La boîte regagne de l'argent. Nous lui avions fait un prêt avec un remboursement et un différé de 4 ans. Et la semaine dernière, il avait symboliquement fait un chèque de 2,5 millions d'euros qui rendait à la région parce que la boîte était repartie. Eh bien ça, on l'a fait chez Frial. Et si vous regardez, monsieur Marguerite, ACCP à Cherbourg, nous sommes intervenus là aussi pour favoriser la reprise par un grand groupe industriel qui s'appelle FIV et pour qu'il y ait le moins de casse sociale possible. Et on peut le faire sur à la fois des grosses entreprises et la TPE de quelques salariés. On l'a fait dans tous les schémas. Alors on le fait sans bruit. Parce que si on commence à raconter qu'on est une entreprise en difficulté, il est évident que ce n'est pas facile. Je prends un dernier exemple. Peut-être que vous connaissez les lampes Berger. Ben, c'est une boîte formidable en Normandie. Elle allait très bien, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, des très beaux résultats, 90% à l'export. Boum, ils se font planter par les Chinois. La boîte était sur le point de tomber. On est intervenu, on est rentré dans le capital de la boîte, on a fait d'ailleurs une très bonne affaire parce que la boîte gagne beaucoup d'argent maintenant, et on a permis ainsi la reconstruction du capital et on a sauvé une entreprise qui était une pépite. Mais ce que je sais de tout ça, c'est que quand on est dans toutes ces entreprises, si nous n'intervenons pas, il ne faut pas intervenir avec démagogie. Hein. Quand on fait faire un audit immédiatement, si l'audit démontre que la boîte n'est pas sauvable, on n'y va pas. On y va que sérieusement, sans faire de la politicaille. On n'est pas là pour dire on va mettre de l'argent à fond perdu. On le fait et donc on dit non souvent, bien entendu. Mais on dit oui aussi à chaque fois que c'est possible. Mais je sais une chose de tout ça, c'est que j'ai tellement visité de boîtes que j'ai au moins un truc de clair dans ma tête, Philippe. On a appris à l'école l'économie de Schumpeter, la création, la destruction-création. Je ne crois plus en cela. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de boîtes qui tombent uniquement parce qu'il y a un problème de fonds de roulement lié à un client qui n'a pas payé, une fermeture à l'export, un business plan qui a été trop favorable, des patrons qui ne sont parfois pas à la hauteur.
parce que ça arrive assez souvent aussi, hein Pierre? Et au bout du compte, quand la boîte tombe, elle ne renaît jamais. Parce qu'une entreprise, ce sont des dizaines d'années de construction d'un modèle, d'expérience, d'innovation, d'acculturation des difficultés dans le champ dans lequel ils sont. Et donc, quand ça s'effondre, ça ne se recrée pas, parce qu'une entreprise, c'est extrêmement complexe, en vérité. Et c'est parce qu'on a accumulé de l'expérience, de la compétence, qu'on arrive encore à être vivant. Et donc, notre objectif, il est là, c'est à chaque fois d'essayer d'être présent. Et alors, on l'a été dans l'industrie, on l'est sur des sujets sur lesquels on estime qu'il faut continuer à porter la Normandie. Je suis à Saint-Lô, le pôle hippique, c'est 20 000 emplois, c'est 6 000 entreprises, souvent en milieu rural. Nous sommes la terre du cheval pour le monde entier. Et on renforce en permanence cette histoire-là. C'est les investissements qu'on fait sur le pôle hippique de Saint-Lô. C'est ce qu'on va bâtir au Haras du Pin, qui était complètement tombé, avec l'État qui avait tout abandonné, avec le président du département de l'Orne. On va faire un immense complexe touristique autour de la nature et du cheval, avec plus de 50 millions d'euros d'investissement et un grand acteur du monde touristique. C'est à Dozulé, le premier campus équin avec un niveau jamais atteint dans le monde entier, où il y aura, mesdames et messieurs, tous les vétérinaires français qui seront fermés là-bas de la filière équine, 600 vétérinaires, l'ensemble des laboratoires et des centres de recherche, 70 chercheurs, un pôle de compétences et de matériel comme il n'en existe nulle part ailleurs. Et donc le message qu'on fait passer à tous ceux qui investissent dans le cheval, et Dieu sait qu'ils sont très nombreux, avec souvent des investissements, on a en général autour de 10 projets par an, entre 5 et 10 millions d'euros autour du cheval. Ce sont toujours des étrangers qui viennent et ils veulent venir en Normandie, pas seulement, ma chère Florence, parce que l'herbe, on l'entend pousser en Normandie, mais aussi parce qu'on a le savoir-faire et parce qu'on est dans l'imaginaire du monde entier, la terre du cheval. Eh bien, quand on peut adresser, qu'on a la matière grise, la recherche, les vétos, la volonté politique, eh bien, au bout du compte, on continue à porter et à soutenir et à faire en sorte que cette filière progresse chaque jour un peu plus en Normandie. Si je prends le tourisme, on a décidé de beaucoup faire autour du tourisme médiéval. Nous sommes la terre, tu parlais de Guillaume le Conquérant, eh bien, prends un seul exemple. On porte un projet à Domfront, de faire de Domfront une des pépites du tourisme médiéval en Normandie. On y met avec la collectivité de Domfront beaucoup d'argent pour en faire un site majeur, comme on fait la tapisserie de Bayeux, qui va être complètement, où le site va être complètement rénové, ou comme on fait Château-Gaillard quand on est aux Andelys. Et puis si vous allez vers un autre tourisme majeur qui est le tourisme de mémoire, eh bien il y avait 2 musées qui avaient besoin d'un énorme programme de rénovation et de reconstruction, celui d'Arromanches et celui de Sainte-Mère-l'Église. Et bien sur les deux, la région a été présente pour apporter des coups de main considérables sur ces 2 projets-là. Donc à chaque fois, on porte l'idée de l'excellence. Et l'excellence, c'est l'agriculture. On n'a jamais fait autant pour l'agriculture de Normandie. Les socialistes, ils ont toujours détesté les paysans, parce qu'ils ne votent pas pour eux en général. Bien, ils avaient quelques politiques, ma chère Florence, autour de ce qu'est agroécologie et bio. À part ça, rien de tout. On avait promis aux paysans qu'on ferait en sorte qu'on favoriserait la transformation, l'innovation dans l'agriculture normande. Eh bien, mesdames et messieurs, on est allé discuter avec Bruxelles. On a remis les tuyaux comme il faut, ma chère Anne-Marie, tu te souviens? On a remis les tuyaux comme il faut. Au bout du compte, nous sommes intervenus sur une exploitation agricole sur 2 en Normandie. On a porté 5000 projets autour de la transformation pour que la valeur ajoutée reste dans les exploitations. Il y a 2000 exploitations agricoles qui sont en train de passer au bio. Il y en a 5000 qui font de l'agroécologie. Il y en a d'autres qui sont lancés dans les protéines végétales. Vous avez du soja maintenant du côté de Bayeux. Vous avez des lentilles à d'autres endroits. Vous avez le lin sur lequel on porte des projets. Vous vous rendez compte que le lin, on était comme les pays sous-développés avec le lin. C'est-à-dire qu'on produisait le lin, on l'envoie en Chine, ils le filent, ils le tissent et ils nous le renvoient. C'est-à-dire que, grosso modo, on nous pique nos matières premières et on fait ça et on récupère le produit fini. Eh bien, c'est le début. Mais vous allez quand même avoir la première filature de France qui va s'installer près de Bernay, sur le lin. Et on commence à avoir des tisseurs. Si vous allez près de Caen, vous pouvez acheter des t-shirts bio. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est l'important, le nom de l'entreprise. Ils sont débordés, ils ont 18 mois de boulot devant eux. Eh bien, on leur a donné un coup de main pour
commencer à bâtir la filière. Sur le chanvre, pareil. Bon, je ne vais pas vous le faire à l'infini, je pourrais continuer pendant des heures. Mais au bout du compte, on est intervenu pour favoriser la transformation du modèle agricole, sa performance, améliorer les conditions de travail des paysans aussi pour qu'ils soient moins asservis au boulot que peut représenter notamment l'élevage laitier. Eh bien, tout ça, on l'a fait parce que c'était nos engagements. Et je termine par ce point-là. Mesdames et messieurs, je peux dire, mais alors je peux dire qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on devait faire. En politique, en général, quand vous voyez un politique, vous dites, tiens, menteur. Tu vas nous la faire encore pendant la campagne, puis la campagne va être passée, tu vas nous avoir oubliés. Eh bien, moi, je peux dire que nous avons tenu nos engagements. Je vous invite à retrouver dans vos archives, parce que j'imagine que vous l'avez gardé, le document de 2015. Nous avons exactement fait 118 propositions. 87 sont complètement réalisées. 18 sont en cours de réalisation. 7 ont été abandonnées parce que pas pertinentes. Et 11, en effet, n'ont pas été faites. Honnêtement, 90% de résultats à 6 ans, c'est assez rare. Nous avons aujourd'hui, quasiment sur tous les sujets, les meilleurs indicateurs économiques en France. Nous sommes partout sur les 3 premières places du podium. Nous avons bâti, je crois, sur toute une série de sujets, des pôles sur lesquels il y a un potentiel considérable. Et nous l'avons fait dans une région qui reste, alors là, ça m'amuse beaucoup, nos amis du Front National nous disent, ils ont complètement éclaté les dépenses de fonctionnement. Alors en matière de mensonges, ils sont exceptionnels. Enfin, lui, c'est le champion. Hein. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, il faut qu'on lui trouve un surnom à notre ami Nicolas Bay. Il nous dit, ils ont éclaté les dépenses de fonctionnement. Mesdames et messieurs, les dépenses de fonctionnement, à part 200 millions d'euros, qui sont les vraies charges de fonctionnement de la région, c'est-à-dire les salaires très élevés des collaborateurs de la région, comme il y en a une dans la salle, c'est pour ça que je le dis, et les bagnoles extrêmement luxueuses de David Marguerite. À part ça, tout le reste, ce sont de l'investissement immatériel. Donc ça s'appelle du fonctionnement, mais c'est de l'investissement immatériel. C'est la formation des demandeurs d'emploi. On en formait 20 000, on en forme 25 000. On a passé un accord avec les TASC, on a appelé le plan d'investissement des compétences, on a récupéré 324 millions d'euros et on a essayé d'améliorer les choses. On a soutenu les entreprises régionales. Ben oui, ça s'appelle du fonctionnement. On a investi dans les lycées. Oui, ça s'appelle en partie du fonctionnement. On a investi dans l'apprentissage. Oui, c'est du fonctionnement. Mais au bout du compte, mesdames et messieurs, on a de loin la région la moins endettée de France. Et nous sommes la région qui a investi le plus de toutes les régions françaises par tête de pipe. C'est quoi, 30-40% de plus que les seconds. Et donc, on continuera à le faire parce que c'est la clé de l'histoire. Et je termine par le dernier point. On a fait ce qu'on devait faire. Et le deuxième point, c'est que, comme l'a dit David, il ne faut pas se tromper d'élection. J'entends, comme vous, l'exaspération d'une partie de nos compatriotes. Moi aussi, mesdames et messieurs, j'en ai plein le dos de voir un système judiciaire qui ne marche pas. Moi aussi, j'en ai plein le dos de constater que nous ne sommes pas capables de stopper l'immigration irrégulière. Moi aussi, j'en ai plein le dos de voir la remise en cause des fondamentaux de mon pays parce que l'islamisme radical gagne du terrain en France. Moi aussi, j'en ai plein le dos de constater que le système central est complètement incapable de régler les problématiques de nos compatriotes. Ce que nous avons vécu avec les masques. Pardon, mais nous, on a été capable d'acheter 9 millions de masques pour permettre aux entreprises de reprendre le boulot, d'en offrir 3 millions au personnel soignant et d'en offrir 3 millions aux communes pour faire en sorte que les services publics puissent fonctionner. Et nous, pendant ce temps-là, on entendait l'État qui est incapable de le faire. On peut le faire à l'infini, mais je veux dire, tout ça, on le comprend. Et tout ça, je le partage. Moi aussi, j'ai envie que mon pays aille mieux qu'il ne va. Moi aussi, je ne supporte pas l'impuissance, la déréliction dans laquelle on est. Mais ce que je voudrais quand même vous dire, c'est qu'on n'est pas sur une élection nationale. L'élection, elle concerne la Normandie, elle concerne les Normands. Et d'une collectivité
pardon pour les conseillers départementaux, mais qui est de loin aujourd'hui la première collectivité en termes d'investissement. Nous investissons 700 millions d'euros rien que sur l'investissement physique. On est une région avec 2,1 milliards de budget. Donc ce que nous faisons dans la région, ça compte pour la Normandie. Les mobilités, le train, les lycées, j'ai évoqué un certain nombre de sujets, j'aurais pu les évoquer, l'enseignement supérieur, la recherche, bien. Et donc ce dont on parle, c'est l'avenir de notre région. C'est qu'est-ce qu'on fait pour la région? Est-ce qu'on est réactif? Est-ce qu'on est innovant? Est-ce qu'on porte avec passion, avec amour? Ou est-ce qu'on est en train de faire un mandat? Moi, j'ai cette chance-là, j'ai été dans un gouvernement, je n'attends plus rien, je veux simplement continuer le boulot qu'on a fait pendant 6 ans. Mais voilà, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est la Normandie. Et si, pour vous, le sujet, c'est la Normandie et les Normands, eh bien, on vous invite à voter pour la meilleure des listes, c'est celle de la Normandie conquérante. Je vous remercie. Merci, Hervé Morin. Comme tous les soirs, petit jeu, questions-réponses, SMS pour vous à l'écran. S'il y a une question dans la salle, on peut la prendre aussi parce Nous que les prendrons avec plaisir. c'est comme quand on est au guichet avec toi. Quand il y a le téléphone qui sonne, vous n'êtes plus le prioritaire, c'est toujours le téléphone. Ça m'a toujours agacé. Je trouve toujours que celui qui est face à vous, il devrait être prioritaire par rapport à celui qui est en train de téléphoner. Mais bon, monsieur Elexhauser considère que c'est ceux qui... Alors, je souhaite changer ma chaudière au fioul par une solution qui pollue moins. La région peut-elle m'aider? Merci. Alors, monsieur, alors je n'ai pas parlé de ça, mais j'aurais dû en parler. Bon, enfin, après, c'est trop long. Mais nous avons un programme qui est autour de la rénovation des habitations. On a un programme avec des chèques éco-énergie qui permet d'ailleurs de soutenir l'artisanat et de favoriser avec des plans de formation pour l'artisanat pour faire en sorte qu'ils puissent avoir les labels autour de l'éco-construction. Et donc, on a financé 15 000 rénovations dans des maisons. Alors, ce n'est pas simplement la chaudière, c'est un programme de rénovation énergétique de la maison. Et ça va, si on n'est pas très ambitieux, si on n'a pas les moyens, 3 à 4 000 euros pour le premier chèque. Et ceux qui vont le plus loin, on va jusqu'à 10 à 12 000 euros. Et après, il y a les dispositifs de l'État, tout ça se cumule. Et parfois, il y a même des dispositifs complémentaires qui peuvent être accordés par les caisses de retraite, etc. Donc, monsieur, ce que je vous propose, c'est que hervé.morin@normandie.fr, vous m'envoyez votre dossier et puis je le ferai regarder par les services. En tout, on a mis 100 millions d'euros dans cette histoire-là. Et on l'a fait beaucoup aussi dans les logements sociaux. C'est tout? C'est la seule question, Thomas? Non, il y en a plein. Ouais, Agneau. allez. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je rappelle que... Alors, madame a une question. Oh, j'ai pas parlé de santé, zut. Oui, On a une question recherche médicale. au niveau du Covid et des maladies Alors, dégénératives. j'aurais pu parler de ça, je ne l'ai pas fait, d'habitude j'en parle tous les soirs, mais là, bon, j'ai fait l'impasse. Bon. Donc, une des priorités des 6 prochaines années, c'est la question de la santé. Moi, je veux m'occuper des questions de santé. Donc, j'ai d'ores et déjà annoncé au gouvernement que je voulais qu'on bâtisse un schéma régional de santé qui soit coécrit avec l'État et qui nous permette à la région de pouvoir investir dans la santé. On l'a déjà beaucoup fait sur toute une série de sujets sans que vous ne le sachiez pas. On a augmenté les formations paramédicales. On a 400 formations supplémentaires par rapport à 2015. Des kinés, des pédicures-podologues, des psychomotriciens, des audioprothésistes. Il n'y avait pas d'école d'audioprothésiste. L'année prochaine, on ouvre une école d'orthoptistes. On a ouvert 100 places d'aides-soignantes. On va ouvrir 800 places d'aides-soignantes, infirmières et éducateurs spécialisés dans les 2 prochaines années. On a modernisé les instituts de formation. On l'a refait à neuf, celui de Fécamp et celui d'Alençon. Et on va faire ceux de Cherbourg et d'Évreux. L'appel d'offres est en cours à Cherbourg. Hein, c'est ça, David? On a fait ça. On a fait des maisons médicales. Quoi, on a participé au financement des maisons médicales. On aura bientôt le maillage complet de toute la région sur la maison médicale. Dans les priorités des 5 prochaines années, c'est quoi? C'est investir dans la modernisation des hôpitaux de proximité. C'est soit leur modernisation, etc., soit c'est des constructions ou des équipements supplémentaires. Je prends un exemple simple.
vous êtes dans un hôpital où on décide de mettre un PET scan. Ça veut dire qu'il faut des équipements, ça veut dire qu'il faut restructurer une partie de l'hôpital, ça veut dire qu'il y a derrière, grosso modo, non seulement l'achat de la machine, la formation des gens, et ensuite la coque qui va permettre tout cela. Eh bien, l'idée, c'est que la région puisse participer, parce que souvent, sur ces 3 briques nécessaires pour un investissement de ce genre, il y a toujours une brique qui manque. Donc l'idée, c'est que la région puisse être dans cette histoire-là. Par exemple, l'hôpital d'Alençon doit être reconstruit. Nous participerons à la reconstruction de l'hôpital d'Alençon. Je veux que l'offre de soins, elle soit améliorée, non seulement à travers ces maisons médicales auxquelles on a participé, mais aussi à travers les hôpitaux de proximité, notamment dans les villes moyennes et en milieu rural. On va faire un effort, on a commencé à faire un effort sur les dentistes. On manque de 800 dentistes en Normandie pour être dans la moyenne nationale. On a créé des fauteuils de dentistes, puisque la 5e et la 6e année, les dentistes qui sont formés à l'heure actuelle soit à Lille, soit à Rennes, eh bien, reviennent en Normandie et puissent pendant 2 ans, vous pouvez aller vous faire soigner les dents en allant chez ces jeunes qui sont en train, ces futurs médecins. Et donc, comme ils se forment les 2 dernières années, ils ont des périodes de stage dans des cabinets dentaires. Et donc, au bout du compte, ils s'installent en Normandie. On a ouvert 10 fauteuils de dentaire, une salle de chirurgie à Évreux. On a un programme d'augmentation du nombre de fauteuils de dentaire à Caen. On en a un à Cherbourg avec David et on en a un à Alençon. S'il y a d'autres villes qui sont intéressées, parce qu'à chaque fois, c'est très cher. Donc, il faut que la ville, la communauté urbaine, ou la communauté d'agglomération ou l'intercommunalité participe avec nous à l'investissement. Donc il y a aussi ça. Et sur la recherche, madame, ça ne se sait pas, mais alors j'ai aussi un autre sujet, c'est que je veux qu'on bâtisse des maisons de répit. Je trouve qu'il n'y a pas de maison de répit en Normandie, ou trop peu de maisons de répit. Et vous savez, j'imagine ce que c'est qu'une maison de répit, c'est-à-dire une maison dans laquelle on est en capacité d'accueillir des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, notamment de la maladie d'Alzheimer, et qui permettent au conjoint ou à la famille de pouvoir souffler un peu, d'aller faire ses courses, de pouvoir aller faire une partie de cartes, de pouvoir aller chez le coiffeur ou d'aller déjeuner chez des copains. Et je trouve que dans la plupart, il y en a probablement une à Saint-Lô, non? Bon, eh bien voilà. Bon, je trouve que face à un fléau qui touche toutes les familles, je trouve que ce serait bien qu'on puisse avoir ce genre de structure. Mais sur la recherche, puisque vous évoquez la recherche, nous finançons des programmes de recherche. Nous finançons notamment, alors il y a plusieurs sujets, mais je ne vais en citer qu'un seul, on participe notamment au financement de l'Institut de génomique normande, ça sera à Rouen, qui sont toutes les équipes de recherche autour de la génétique. Et notamment, dans ces équipes, il y a notamment des leaders au niveau européen et mondial sur les maladies neurodégénératives liées à la génétique. Il y avait l'une des plus grandes figures mondiales sur ce sujet-là à Rouen, qui s'appelait Thierry Frébourg. Je parle à l'imparfait parce que malheureusement, il est décédé d'un accident médical il y a quelques semaines. Donc, on participe à ça. Mais je vous donne un autre exemple. Nous allons avoir à Caen le centre de recherche et de traitement le plus important d'Europe autour de la radiographie par ion carbone. On appelle ça l'hadrothérapie. La région est engagée à hauteur de 160 millions d'euros dans ce programme. Et c'est quoi? Ça permet de traiter les tumeurs sans abîmer les cellules aux alentours. J'ai découvert, moi je ne savais pas tout ça, j'ai appris, c'est que les récidives sur le cancer, 1 fois sur 2, sont liées aux traitements eux-mêmes. Et donc, quand vous avez des faisceaux qui sont beaucoup plus précis et qui traversent les cellules saines sans les abîmer, on évite une partie de récidive. Et surtout, on peut traiter les tumeurs qui sont radiorésistantes aujourd'hui, et notamment les tumeurs des enfants. Et donc, on aura à Caen, on a déjà un premier centre d'hadrothérapie plus classique, et donc par ion carbone à partir de normalement 2023-2024, avec un grand centre de recherche, et on va être quasiment le seul centre en Europe sur ce sujet-là. Pourquoi on l'a? C'est parce qu'on a le Ganil, c'est parce qu'on est sur l'atome, un endroit de référence en Europe en matière de recherche avec le CNRS sur ces sujets-là, et c'est parce qu'on a aussi Baclès. Et donc, les deux cumulés nous permettaient de porter un projet, toujours cette idée. On a pu s'appuyer sur ces points forts pour développer de l'excellence. Et donc là, on est sur un programme qui est en cours
qui est très très dur à sortir parce qu'il faut... C'est un truc d'enfer, mais on est en route et il y a déjà des traitements à l'heure actuelle, alors pas par ion carbone, mais par une radiothérapie classique, mais plus efficace, qui sont effectués dans un bâtiment qui est sur le plateau nord de Caen. Je cite cet exemple-là, il y a probablement d'autres sujets. Ah oui, quand vous me parlez des maladies neurodégénératives, j'ai complètement oublié qu'on a un programme qui s'appelle comment déjà, Nicolas? Hein? Non, c'est pas ça. Bon, enfin bref, on a un programme sur un médicament autour de la... On y consacre 3 millions d'euros, tu devrais le savoir pourtant. Et donc le programme, avec une équipe de chercheurs, hein, Pléiade, bravo, et donc avec des équipes de chercheurs, et donc Pléiade, ils sont en train de développer une molécule, ils sont en phase 2, pour l'instant tout marche, donc on croise les doigts, mais il y a un très très beau programme de recherche que nous finançons avec l'Europe, comme c'est nous qui gérons les crédits européens, mais que nous finançons sur ce sujet-là. On peut y en avoir plein dans toute la France, hein, j'imagine, hein, mais il y a au moins celui-ci à Caen. Question SMS de Cindy. Bonjour Cindy. Je n'ai pas de permis de construire. Je n'ai pas de permis de conduire, pardon. Que proposez-vous pour faciliter la mobilité des gens comme moi? On développe le transport collectif. On a amélioré beaucoup le train dans beaucoup d'endroits. On va ouvrir des petites lignes supplémentaires. Mais je ne sais pas où vous habitez dans la Manche, madame. 3 go. D'accord. Ensuite, alors je ne sais pas quel âge vous avez, mais en clair, comme je le disais, bon, d'une part, on a développé des autocars, on a augmenté la fréquence d'un certain nombre d'autocars. Alors là, moi, François, j'ai oublié, j'ai dormi depuis, mais c'était quand tu étais maire qu'on avait annoncé ça. En 2019, c'est peut-être dans mes fiches. Donc, le développement de l'autocar. Alors, il y a une nouvelle ligne reliant Saint-Lô à Vire et une augmentation de la fréquence sur le 40 ans Saint-Lô, me dit-on. Sur le train, on a maintenu les choses en l'état. On a beaucoup développé d'autres lignes de train puisqu'on a augmenté l'offre ferroviaire de 20%. Comme je le disais, pour ceux qui ont besoin d'une formation imposant le permis de conduire, on prend en charge une partie du permis de conduire. Et enfin, on est en train de réfléchir à une expérimentation. On va le faire sur 2 ou 3 villes. Je ne sais pas où on va les faire pour l'instant. Bon, on va faire ça après les élections. Qui est de mettre en place des city scouts, des scooters électriques, qui pourraient faciliter pour un certain nombre de personnes d'aller quand ils sont à 5, 6, 10 km. Alors, il faut qu'il y ait quand même une certaine densité de population, parce que sinon, on n'y arrive pas, mais qu'il soit du scoot partage, quoi. On est en train d'y travailler avec la société qui fait City Scoot à Paris, pour tout vous dire, qui s'appelle je ne sais plus comment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une dernière question de la salle? Parce qu'Emmanuel Macron oblige qu'on soit tous couchés à 9h. Hein. Bon, mais je vous propose qu'on entonne la Marseillaise tous ensemble. Allez, oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous. Merci à Agneau pour ce très beau meeting. Plus de 100 personnes à nouveau ce soir. Demain, nous sommes à Bayeux en direct à 19h. Merci à tous. Bon retour chez vous et vive la Normandie conquérante. Merci.